Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Cheval Professeur. J'ai eu la chance de recevoir l'humaine qui se cache derrière le compte Equiteam Performance. Elle s'appelle Laura Camille Moulin et au fil des années, elle a réussi à bâtir une association inclusive qui vient en aide aux chevaux, mais vous le verrez, qui vient aussi en aide aux humains. C'était un très bel échange, j'ai très hâte de vous le partager et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Salut Laura, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Salut Astrid, moi aussi je suis contente d'être avec toi et merci de m'avoir invitée. Ça me fait beaucoup plaisir. Est-ce que tu peux te présenter parce que tu vas le faire probablement mieux que moi? Ça, c'est pas sûr. Du coup, comme tu dis, je m'appelle Laura Camille Moulin, j'ai une association qui s'appelle Equiteam Performance et je suis basée dans le sud de la France, en Ardèche et voilà, on s'occupe de chevaux, d'animaux et de chevaux en particulier et mon contenu, il vise, à globalement, mettre en lumière tout ce qui est, maltraitant pour le cheval et montrer ce qui est le plus bien traitant possible et sur mes réseaux, je parle aussi d'autres sujets qui touchent pas au cheval donc que ce soit, des droits LGBT, de racisme, le but c'est vraiment que moi mon association va être la plus inclusive possible. Donc en fait tous les sujets qui me touchent et les valeurs que je veux, prôner, en fait, que je prône au sein de mon association j'en parle sur les réseaux, même si ça touche pas le cheval, directement. Mais c'est une très bonne chose parce que le monde du cheval n'est pas le monde le plus, inclusif, possible donc c'est très bien. Merci pour, ce travail que tu fais. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment ça a commencé pour toi l'équitation? Et les chevaux? Pas forcément l'équitation seulement. Déjà, j'aimais les animaux de manière générale. J'ai toujours aimé les animaux, eu ce lien un peu, hem, je sais pas comment le dire, mais quand j'étais petite, je pense que je faisais déjà un peu de com animal parce que à chaque fois, je disais, genre: «Mon chat, il m'a dit ça, mon chat, il m'a dit ça» et du coup, forcément, quand, tu as 5-6 ans, faut pas dire ça. Si tu veux être inclus dans la société. Hem et la première fois, j'avais monté à cheval, j'imagine, quand j'étais petite, parce que j'ai vu des photos quand j'étais petite. J'ai eu peur des chevaux parce que je m'étais fait mordre par un âne, donc j'avais eu peur des équidés. Ça, je m'en souvenais pas, c'est mes parents qui me l'avaient dit et je me souviens quand j'étais petite, on était allés au cirque Grus, donc directement, à Piolenc dans le sud de la France et il y avait ce cheval qui se promenait en liberté dans le parc et j'ai passé ma journée, en fait, avec ce cheval. Je l'emmenais partout avec moi, il me suivait, juste je le tenais par la crinière, et il venait avec moi et j'ai passé du coup la journée avec ce cheval-là et vraiment, je sais pas, il y a eu ce truc de vraiment, les chevaux, il y a un truc spécial et mon premier cours d'équitation, c'était un cadeau d'anniversaire, d'un de mes camarades d'école et c'est là où c'est parti. L'année d'après, mes parents m'ont inscrit dans ce centre équestre et c'est parti comme ça. Et ce centre équestre, tu m'en as un petit peu parlé, avait, été un petit peu, différent du centre équestre classique par lesquels, beaucoup sont passés dans leur Ouais, enfance? c'est ça. C'est que déjà, c'était, un élevage d'endurance, un très bon élevage d'endurance. Donc je pense aussi qu'il y avait, hem, cette autre vision du cheval dans le sens où tu entre guillemets, «tu le crées ce cheval», tu le vois naître, tu le vois grandir, tu l'élèves. Donc je pense déjà tu as pas du tout ce même lien que si tu achètes, des chevaux en lot chez un marchand, comme on voit beaucoup, je sais pas chez toi, mais je sais qu'en France ça se fait beaucoup, de soit louer des lots de chevaux pour la saison, soit d'acheter des lots de chevaux chez des marchands. Et c'était très donc tous les chevaux étaient dehors, ils avaient du foin, ils faisaient en sorte de bien tourner les pâtures pour qu'ils aient de l'herbe, en cours, c'était vraiment il y avait pas d'enraînement, limite pas de muserolle la plupart du temps. Chaque cheval avait son matériel, c'était pas, toi tu décidais, quelle selle tu allais mettre parce que ça te faisait plaisir. Hem, tu pas le droit, on n'avait pas de cravache, on n'avait pas le droit de mettre des coups de talon. Vraiment c'était, hyper carré là-dessus. Si jamais tu mettais une manchette, donc tu un coup dans les dents, tu peux être sûr que
tu te faisais vraiment éclater. Si tu arrivais moins d'une demi-heure ou que tu partais moins d'une demi-heure, avant ou après le cours, ben, sauf si ton cheval était repris derrière, ben, c'est pareil, tu te faisais engueuler. Enfin, c'était vraiment, c'était un peu dur, sachant quand on était petit. Moi, j'ai commencé entre mes fin de 8 ans, début de 9 ans, vu que je suis de fin d'année. Ça pouvait apparaître un peu dur, mais tout le respect que j'ai du cheval, en fait, pour moi, c'est évident que ça a toujours été évident qu'un cheval vive dehors avec au moins un copain, en fait. Pour moi, c'était et qu'il ait du foin. Donc j'en discutais avec une amie qui, elle, a grandi dans un centre équestre où les chevaux étaient au box tout le temps et en fait, bah, ça lui paraissait évident qu'un cheval, ça devait vivre au box et moi, ça m'a toujours choquée, ces chevaux qui vivent dedans. On partait beaucoup en extérieur, du coup, vu que c'est un élevage d'endurance et c'était pareil, quand je voyais mes copines, qui allaient jamais dehors, enfin, pour moi, c'était évident, pareil, qu'on allait en balade, en fait. On allait en balade, on allait en trotting et du coup, enfin pareil, les chevaux avaient pas de couverture, ils étaient pas tondus, donc c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment de commencer dans ce structure, où tout n'était pas parfait, hein, c'était déjà les années 2000, et c'était, moins axé tout ce qui était saddle fitting, locomotion, tout ça, donc c'est vraiment du détail, en fait. Après, c'est vraiment du détail parce que sinon tout ce qui était respect du cheval, tu avais pas intérêt de mettre une tarte à un cheval. Même juste tu lui parlais mal, tu avais pas le droit. Quand on revenait des courses, ben, on nettoyait le vent quand on arrivait. Il y avait pas de: «Bah, ouais, bah, je rentre chez moi». J'ai pas trop fait de courses, parce que moi les concours m'intéressaient pas, mais c'était hyper, enfin, tu t'occupes de ton cheval avant de l'emmener, pendant la course, il y avait pas de: «Je laisse mon cheval attaché au camion et puis, je me barre, papoter avec les autres». C'était: tu t'occupes de ton cheval tout le temps que tu es sur le concours, en fait. OK. Donc des gens avec du bon sens et une observation du cheval, mais en même temps, en endurance, tu fais des chevaux pour les voir durer. Donc il y a cette logique-là, OK. Et rapidement, il me semble que tes parents t'achètent ta Oui, première c'est jument. ça. Du coup, j'avais 12 ans, donc j'allais avoir 13 ans, toujours fin d'année. Hem, il m'offre ce cheval-là et en fait, il m'avait dit, en fait, le truc, c'est que j'ai pas eu à réclamer mon cheval. Souvent, il y a des jeunes, voilà, qui demandent à leurs parents et enfin, moi, j'ai pas eu à réclamer pour monter à cheval, j'ai pas eu à réclamer pour avoir mon cheval, donc j'ai été quand même vachement privilégiée. Ils m'ont juste dit: «Voilà, aujourd'hui, on a les moyens, de t'offrir un cheval». Eux, ils avaient pris le temps de se renseigner auprès d'éleveurs et de gens qui connaissaient les chevaux pour savoir un peu vers quoi s'orienter et Dieu merci. Donc ils me donnent leur budget, où est-ce qu'on peut le chercher? Donc c'était un peu, voilà, autour de chez moi, un peu en Rhône-Alpes. Hem Et j'avais, à l'époque, on regardait aussi des annonces de chevaux dans le journal. J'ai l'impression d'être vraiment dans une autre ère, mais vraiment sur le paru vendu, les trucs on regardait les annonces de vente de chevaux sur le journal, hem et j'avais vu un cheval, un 3 ans noir, patati patata, et si mes parents avaient été un petit peu, irresponsables et pas très au courant, de comment on choisit un cheval, ils m'auraient dit oui et ils m'ont dit: «Non». Ils m'ont dit: «On va trouver un cheval, qui a au moins une dizaine d'années, qui est plan-plan, qui bouge pas» et je m'occupais j'allais voir des chevaux qui étaient à côté de la maison et je discutais avec le propriétaire en disant: «Voilà, mes parents, ils sont prêts à m'acheter un cheval», et lui connaissait un collègue à lui qui vendait du coup, une petite jument qui avait, 14 ans, qui était pareil, ça plan-plan, hyper, ultra safe, vraiment, pour un enfant, pas de souci donc on allait l'essayer. Elle était pas belle. Tu pourras mettre une petite photo sur la vidéo YouTube. Elle était pas belle du tout, elle avait le poil terne. Tu voyais que personne s'occupait d'elle, quoi. Elle était tristoune et tout et hem et j'ai un peu essayé de négocier parce que, bah, moi, je venais de cet élevage où il y avait que des très jolis chevaux, et mes parents, ils m'ont dit: «Bah, c'est elle ou rien». Bon, bah, OK. Donc voilà, on allait la chercher et ça a pas été le coup de foudre tout de suite, mais au final, voilà, ça a vraiment été, une jument super importante dans ma vie qui m'a tout appris en fait, tout la vie de propriétaire, quoi. Ouais, j'imagine qu'à cet âge-là, tu quoi? Tu 13 ans quand tu as ta première jument, tu dû faire quelques conneries. Qu'est-ce que tu faisais avec cette jument-là? Puis comment
Ouais, je vais te poser une question à la fois. Qu'est-ce que tu faisais avec cette jument-là? Bah, alors à cette époque-là, je regardais, Pauline et Naïad, Déjà, c'est vrai que ça fait 2006 longtemps, et je bavais ouais. devant ces vidéos de travail en liberté, tout ça et moi, 13 ans, mais évidemment, je vais faire la même chose et je promenais ma jument en liberté, sans préparation, sans rien, je partais comme ça. Plusieurs fois, elle est rentrée toute seule, mais voilà, ces conneries-là, ça c'est des conneries mignonnes où, je savais que la jument prenait pas la route, donc il y avait pas de risque, autre que, ben, rentrer toute seule. Hem, on montait à 2 et on partait en balade à cru, et enfin, elle était gentille. Bon, on était gamines, on était pas très lourdes, on partait à cru comme ça. Heu, ou alors, tu sais, les galopades à fond où tu as 0 visibilité. Tu ne sais pas du tout ce qui va arriver derrière, mais c'est pas grave et on galopait à fond, on faisait la course et tout. Mais voilà, dans les conneries quand j'étais petite, bah, c'était plus, voilà, de faire des choses sans préparation. Genre, bah, déjà le jour où je l'ai essayé, on l'a essayé en licol accru, du coup, je me suis dit: «OK, bah, je vais la monter sans mort», tu vois? Parce que j'oubliais toujours mes clés de toute façon. Donc je montais toujours accru. On me demande, souvent, comment j'ai fait pour travailler mon assiette. J'oubliais juste les clés de mon casier et du coup, j'avais que mon licol. Et voilà, c'était les bêtises comme ça de quand tu es gamin où, on cherchait pas la performance, c'est juste qu'en fait, j'étais la seule de mes copines à avoir un cheval. Du coup, enfin de mes copines proches, parce que celles qui habitaient plus loin aussi avaient un cheval, mais de mes copines, voilà, du centre équestre, j'étais la seule à avoir un cheval. Alors c'était vraiment un peu, on passait beaucoup de temps, tu vois, juste à faire des conneries sans la jument, à être dans son parc et à faire les cons, tu vois? Mais tu vois, pas on s'est pas mis, enfin si, on s'est mis en danger parce qu'on montait à 2 sur un cheval, mais Heu, c'était quand même des conneries mignonnes, quoi. Ouais. Puis, donc là, ta jument, elle était au centre équestre dans lequel tu montais. À quel moment, vous décidez de la ramener chez toi? Enfin, d'acheter une terre pour Alors elle était pas en l'accueillir? pension au centre équestre, elle était chez un particulier pas loin de la maison, et du coup, donc elle arrive en novembre 2006 et c'était déjà en 2008 où, je disais à mon père, bah, ça me saoule un peu parce que moi, je suis un peu une control freak et je veux tout chapeauter, tout savoir. Qu'est-ce que mon cheval mange? Pourquoi? Gérer les prés, tout ça et elle était clairement dans un paddock, tu vois? C'était un grand paddock, mais c'était un paddock, elle était toute seule et ça me saoulait. Je voyais que le foin, elle le mangeait pas trop, elle aimait pas trop, elle perdait de l'état et du coup, j'ai demandé à mon père si on pouvait trouver un terrain et il a trouvé un terrain qui était en friche. Hem, il a trouvé les propriétaires et il a demandé si on pouvait, s'ils avaient besoin du terrain et non et du coup, voilà, c'est parti comme ça, moi 14 ans voulant tout gérer et mes parents, ne sachant pas dans quoi ils se lançaient, dire: «OK, pas de souci mon enfant, on va te suivre». OK, mais franchement, God bless tes parents. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as eue d'avoir des parents qui t'ont autant soutenu dans ta passion. Je pense qu'on est beaucoup, à tu sais, comme moi, à redécouvrir l'équitation adulte parce qu'on n'a pas eu ce soutien-là quand on était enfant. Fait que donc là, tu as ta jument, tu as une terre et je nous téléporte, 20 ans plus tard. C'est au même endroit que ton association existe, sur laquelle aujourd'hui il y a une dizaine, une quinzaine de chevaux? 9, 9, une dizaine. OK, et un cochon et Rocky. 2, 2 2 cochons cochons et le chien. et Rocky et les chats. OK, et ta mais ton habitation, elle est sur la Non, non, OK, mais non, quand même, à mon grand désarroi. ton mais quand même, ça a beaucoup évolué. On la voit souvent, ta structure, puis, d'une terre en friche à ça, j'imagine que vous avez dû mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans la création de cet espace-là. Donc là, tu récupères une terre, ta jument est toute seule. J'imagine qu'il faut que tu lui trouves un copain, une copine? Oui, c'est ça. Du coup, alors pour la petite histoire, alors c'est comme je l'ai dans ma tête, mais peut-être que c'était pas vrai, mais moi je pense que c'est ça. Donc comme on la récupère, il nous faut un deuxième cheval et mes parents avaient vu pour, racheter le cheval qui était au pré avec elle à la base quand on l'a acheté, en 2006. Sur ces entrefaits, moi je suis toujours au collège et je pars, en Espagne avec le collège.
Je fais des Le conneries. voyage linguistique. C'est ça, je fais des grosses conneries et comme de par hasard, on n'a pas le cheval. Du coup, je me suis dit: peut-être que du coup, ils se sont dit: «Bah, en fait, on va pas lui acheter le cheval qu'elle veut parce que, bah, elle a fait de la merde, quoi». Mais il lui faut quand même une copine à ce cheval, donc mon père, était en train de travailler pour construire le premier abri, hem et donc il y a un client à mon père, avec qui il avait sympathisé, qui passe un dimanche et qui le voit en train de bricoler et en rigolant, il lui dit: «Ah, tu es en train de te construire une maison?» Et il lui dit: «Bah non, on a récupéré le cheval de Laura, du coup, bah, on lui fait un abri» et lui, il lui dit: «Ah bah, est-ce que vous cherchez un deuxième cheval?» Et mon père, il dit: «Bah oui, justement, on cherche» et il lui dit: «Bah moi, j'ai un cheval, qui est tout seul. Moi, j'ai déménagé dans le sud, il était parti à Montpellier et la jument était restée chez lui, du coup, à côté de Valence» et il disait: «Bah, du coup, c'est les voisins qui s'occupent d'elle plus ou moins, quoi, qui lui filent à manger, qui regardent si elle a à boire, mais voilà, elle est toute seule». Hem et du coup, bah, on allait la voir. Elle était, très gentille, zéro éducation, mais voilà, je lui dis: «Bah, écoute, oui, elle a l'air sympa», elle avait 18 ans, du coup, on l'a récupérée et c'est là où, fou, c'était je l'appelais le cadeau empoisonné. OK. Parce que vraiment déjà le jour où on allait la chercher, j'ouvre le parc, je l'avais en longe, elle m'a arraché le bras pour repartir dans son pré parce que, bah, elle connaissait rien donc, bah, elle avait pas envie de sortir, elle me connaissait pas, donc on réussit voilà, elle finit quand même par monter dans le camion, on l'emmène et vraiment ça a été, je pense, ne pas avoir passé une journée sans pleurer en m'occupant d'elle. C'était génial. Est-ce que, tu sais, tu l'as mentionné tout à l'heure que quand tu étais jeune enfant, tu avais un petit peu, sans mettre des mots dessus, mais une capacité à communiquer avec les animaux, enfin de la communication animale. Est-ce qu'à ce moment-là, tu communiquais avec les juments? Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce que tu avais des intuitions, des choses sur, leur état d'esprit? Ou à ce moment-là, tu avais un peu fermé cette porte-là? J'avais un peu fermé cette porte-là parce que tu arrives aussi dans l'adolescence et j'étais déjà un peu la freak de l'école. Donc, déjà au collège, je l'étais, au lycée, j'avais mon groupe d'amis, c'était tous les freaks du lycée. Donc déjà, bah, en fait, tu voilà, tu doses un peu, tu vois? Tu essaies un peu de t'intégrer, hem et non, les trucs graves, je le sentais quand, je sentais qu'il y avait un truc grave, j'avais, tu vois, ce sentiment de: «Il y a un truc qui va pas». Mais après non, non, mis à part ça, j'ai pas cherché parce que pour moi, en fait, je savais pas ce que c'était. Donc je me suis pas dit: «Ça peut se travailler, ça peut s'améliorer». Donc j'ai pas du tout eu ça, et le futur, nous apprendra que, si j'avais eu, plus travaillé du coup ce côté comme animal, j'aurais pas fait les bêtises que j'ai fait, qui ont été formatrices. Heu, mais voilà, j'aurais été plus à l'écoute, de mes chevaux du coup, parce qu'après, j'ai changé de centre équestre parce que j'avais envie de faire un petit peu d'obstacles et là, Ah! et là, Donc là, c'est c'était l'âge où l'ego embarque un petit peu, où on a envie de montrer tout ce qu'on est capable de faire avec ses chevaux. On arrive c'est dans ç cette période-là? c'est ça, bah, j'avais 15 ans, et avec toutes mes copines, en fait, on était toutes au même centre équestre, on est toutes parties dans ce centre équestre-là, parce que le premier centre équestre, on ne faisait pas d'obstacles et nous, on avait envie d'en faire un peu. Et vraiment, je me souviens le premier cours où il dit, à ma copine, «Ben, prends, ce poney-là, il faudra que tu lui mettes la martingale». On s'est toutes regardées. Vous saviez pas ce que J c'était? Alors je l'avais vu dans un livre. Je lui ai dit: «J'ai déjà vu dans un livre, je connais ce mot», mais je n'avais aucune idée de ce que c'était et pareil, on savait pas ce que c'était une bavette. Enfin, ben, voilà, c'était vraiment, les guêtres, on savait, limite même pas les mettre, quoi. Parce que le premier centre équestre, c'était que les chevaux qui se touchaient. Des fois, ils avaient juste des protège-boulets parce qu'ils se frottaient un peu les boulets, quoi, mais sinon, ils n'avaient pas de protection. Donc vraiment, c'était, le monde inconnu, quoi. Ça Et t'a voilà. plu? Tu as aimé ça, les cours d'obstacles là-bas? Alors au début, quand c'était nouveau,
Quand c'était nouveau, oui et en fait, j'ai aimé malheureusement être la cavalière qui avait les chevaux compliqués, les chevaux qui rétivaient, les chevaux qui se mettaient debout, celle qui avait peur de rien et qui avait, trop besoin de prouver. Ouais, mais t'avais une super assiette déjà, donc on te mettait les chevaux compliqués, tu tombais pas? Ben, c'est ça et puis quand on faisait, ben, des lignes d'obstacles sans étrier, ben, il me disait en fait: «Bah, ouais, bah, c'est chiant quoi». Il me dit parce que, bah, toi du coup, bah, ça bougeait pas quoi et c'est là aussi où j'ai découvert, les merveilleuses reines allemandes. Et mais Dieu merci, je m'en suis pas servie si longtemps que ça et je m'en servais tellement long, de toute façon, vraiment, je les avais pour les avoir. Mais mes chevaux, en fait, ils changeaient pas d'attitude. Hem, Est-ce que tu montais sur des chevaux de club et j'imagine que, bah, tu rentrais à la maison et là, tu avais envie d'essayer de l'obstacle avec ta jument? alors je faisais déjà l'obstacle toute seule, en fait. Même quand je montais dans le centre équestre où on sautait pas, je sautais déjà toute seule. Des fois, j'avais des copines qui étaient dans des centres équestres où ils faisaient l'obstacle, où elles venaient des cours, tu vois? Vraiment, mais en vrai, tu vois, quand je regarde les photos, les vidéos, c'était pas si pire, tu vois? Et puis le conseil, c'était, mets-toi en équilibre, pose ta main et accroche-toi à la crinière, tu vois? Donc tu te dis: «Bon, ça allait», tu vois? Mais du coup, on a parfait un peu la technique, vraiment, tu vois, de construire un parcours et là, du coup, bah, chez moi, je me mettais des petits parcours avec mes petits bouts de bois sur des chaises J'ai vu et des photos de ça, je pense. oui et franchement, c'était pas si pire, tu vois? C'est juste que je savais pas régler de ligne, je savais pas régler les barres d'appel ni rien, donc j'en mettais pas ou c'était vraiment un peu débrouille-toi cheval et c'est un peu proche, un peu loin, et mais franchement, je pense j'estime que, je me suis pas trop mal débrouillée parce que je me suis jamais rien cassé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Donc à quel moment tu te, je sais pas, peut-être on va sauter vite dans l'histoire, mais Mmh. parce qu'aujourd'hui, tu utilises essentiellement le renforcement positif, tu adoptes une approche, avec le moins de contraintes possible. Comment il est venu ce changement-là? Par rapport à la fille qui monte ses chevaux à l'obstacle sur des chaises, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier électrochoc que j'ai eu, c'était en 2010 ou en 2011. J'étais avec une copine et je travaillais en liberté avec, Akela, du coup, ma deuxième jument, et elle arrive au galop face à moi dans la carrière et je me dis, hyper confiante, ben, elle va m'esquiver, tu vois? Et plus elle arrivait, plus je voyais que l'esquive n'arrivait pas, en revanche et elle me rentrait dedans, elle m'a bousculée, elle m'a galopé dedans alors qu'elle avait largement la place de m'éviter, hein, ma carrière était grande, et c'est OK, là où donc je me pas suis juste un électrochoc, un vrai choc. oui, c'est ça, un poney choc, Un poney heu, choc. oui, puis voilà, c'était une barbe arabe, c'était pas un Shetland, quoi. Donc c'était une jument qui faisait 1,55 m. Donc c'est pas, le Shetland qui te bouscule, c'est vraiment le cheval qui te rentre dedans, quoi. Et là, j'ai bien senti qu'elle c'était intentionnel de me rentrer dedans. Elle aurait complètement pu m'éviter. Et là, je me suis dit: «Mmh, mmh, je crois que j'ai loupé quelque chose» et hem et c'est là où ça a commencé à cheminer dans ma tête. Après, j'ai découvert, tout ce qui était école de la légèreté, où, c'était ça en 2011, je crois. Où du coup vraiment, j'ai eu du coup, cette réflexion de, ben, je vire, toutes mes museroles, tous mes enraînements, tout, je garde un mort simple, un filet, une selle et c'est tout et je connaissais pas encore le saddle fitting. Le saddle fitting, c'est venu 1 an après. Hem et c'est là où vraiment j'ai commencé à aborder les chevaux différemment, et du coup, j'ai eu plein de changements positifs sur mes chevaux. Entre temps, Akela ne voulait plus être montée. Hem et du coup, j'avais pris un cheval en confiage et c'est comme ça, en fait, que ça après ça commence à partir. Mais c'est là où vraiment j'ai commencé, du coup, à remettre en question toute cette équitation moderne, où, on vient, fermer les chevaux, on vient, dans la force. Alors c'était, il y a 12 ans, donc il y a beaucoup de choses que je faisais encore mal. Mais voilà, j'ai commencé à avoir cette réflexion-là à partir de là et en 2012, j'ai découvert le renforcement positif avec ma chienne, que j'avais à l'époque.
parce qu'elle avait vraiment super peur et à l'éducation, en fait, ils m'ont dit: «Ben, on peut tenter de travailler au clicker, ça lui permettra d'avoir moins de pression et travailler de manière plus détendue». Donc le clicker, je m'en servais, avec mes chevaux juste pour apprendre des conneries, tu vois? Apprendre la jambette, apprendre à monter sur un objet, des trucs comme ça. Mais je le voyais pas du tout, dans une dynamique, globale, en fait. Pour moi, c'était juste, tu sais, un peu anecdotique, pour apprendre des conneries, mais on pouvait rien faire de sérieux avec. Donc je m'y suis fermée pendant très longtemps et enfin, c'est pas que je m'y suis fermée, c'est que, comme pour moi, on pouvait pas aller plus loin qu'apprendre des tours de cirque, ben, quand j'ai évolué en dressage et que j'ai recommencé l'obstacle plus tard, en concours, ben, en fait, pour moi, ça avait pas de sens, en fait. On pouvait pas, pour moi, combiner le fait de faire de la liberté, de faire un peu des conneries avec son cheval et faire du concours sérieusement derrière. Ouais. Maintenant, on sait que c'est possible, mais je comprends. Et Oui. comment, je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit ta jument, elle voulait plus être montée. Comment tu savais ça? Parce que des chevaux qui veulent pas être montés et qui sont montés quand même parce que les propriétaires, ne se rendent pas compte. Comment toi, tu voyais ça à ce moment-là? Alors, Akela a toujours été une jument très claire, jusqu'au dernier jour de sa vie, c'était je le dis gentiment, ne m'attaquez pas, mais c'était une carne jusqu'au dernier jour de sa vie et elle avait un caractère ultra, ultra fort et je pense que c'est vraiment le côté barbarabe, en fait, qui fait ça. Pas parce que c'était une jument alezane et Les et en chestnut fait mare. ouais, c'est ça et du coup, en fait, je suis montée dessus. Je lui ai demandé d'avancer et les oreilles plaquées en arrière et elle se mettait debout et elle essayait de m'attraper le pied et quand j'ai avancé ma main vers elle pour lui dire: «Bah, tu sais, qu'est-ce qui se passe?» Elle m'a attrapé la main avec ses dents, elle m'a tiré le bras OK. et vraiment OK, ah message oui, c'est reçu, quoi. oui, ah oui, voilà, c'était, reçu 5 sur 5. J'avais réessayé quelques fois avec des gens qui m'encadraient pour voir si c'était pas, tu vois, on va petit caractère, voilà, comme on disait à l'époque et comme certains le disent encore. Et en fait, c'était un gars un jour qui est venu et qui faisait partie d'une troupe de enfin sa famille fait partie d'une troupe de spectacle, équestre et en fait qui a vu la jument et qui m'a juste dit: «En fait, elle veut juste plus être montée, laisse-la tranquille» et avec le recul, je pense qu'elle avait des kissing spines parce que vu la gueule de son dos pour les Français, c'est des conflits de processus épineux. Et en fait, elle a vu la gueule de son dos, je pense vraiment que c'était ça, en fait, que les vertèbres elles avaient fini par se toucher et que ça lui faisait super mal. Parce que vraiment ça a été du jour au lendemain. La veille, je la montais. Donc c'est vraiment, tu vois, ça a été vraiment du jour au lendemain où, enfin, je pense enfin, du jour au lendemain où ça a été aussi violent. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes avant-coureurs que moi, je n'étais pas en capacité de voir et c'est là où vraiment ça a été le: «Non, là, stop, finito, laisse-moi tranquille». Donc j'ai repris la compétition amateur, en fin 2013, donc à l'obstacle avec des chevaux qu'on me confiait, et c'est là que j'ai connu Atina, hem et j'ai fait de la compétition, voilà, de manière plus ou moins régulière à l'obstacle, en dressage, un peu de complet, en club, un peu de trek et 2e électrochoc qui m'a vraiment fait complètement changer ma vision du cheval, c'est quand on arrive à 2020 et que, confinement, tout le monde rentre chez soi et merci, au revoir les concours. OK. C'est là où je sais pas pourquoi, je sais pas parce que moi j'ai pas été confinée parce que j'allais quand même voir mes chevaux, j'allais quand même à l'époque je travaillais à l'usine, j'allais quand même travailler. Donc j'ai pas du tout vécu mis à part le fait qu'on allait plus en concours, j'ai pas, je faisais déjà plus d'obstacles. J'avais déjà arrêté les concours d'obstacles à ce moment-là parce que tout l'ambiance me plaisait pas et j'étais nulle de toute façon donc ça va à un moment donné, arrête de payer pour, être éliminé ou être dernier. Enfin à un moment donné, ça fait beaucoup d'argent juste pour se montrer et être bien habillé, donc j'ai arrêté et je faisais que du dressage et donc voilà, 2020 arrive, et je sais pas, j'ai fait un burn-out aussi. J'ai fait un OK. burn-out au travail et je pense que oui, il y a aussi ça qui a joué. Le fait que j'ai vraiment tout remis en perspective, de me dire: «Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est pas essentiel?» autant pour moi que pour mes chevaux et j'ai pesé ce pour et ce contre de qu'est-ce que mes chevaux, ils gagnent à en aller en concours et qu'est-ce qu'ils ne gagnent pas ou qu'est-ce qui pas qu'ils perdent, mais qu'est-ce qu'ils gagnent en négatif, on va dire.
Et en fait, le calcul était vite fait et il y avait plus de négatifs pour eux que de positifs. Donc, bah, je me suis dit: «Bah, en fait, juste j'arrête» et ça m'a jamais manqué. OK. J'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté, pression sociale parce qu'on m'a toujours dit, j'ai connu des gens qui disaient: «En gros, tu es pas crédible si tu fais pas de compétition et que tu fais pas de résultats en compétition. Tu es pas crédible dans ton discours» et même une fois, on me l'a dit d'une personne qui était censée être, un proche, qui m'a dit clairement: «Je ne comprends pas pourquoi les gens sur internet te font autant confiance et te demandent des choses alors que tu es nul». Tout ça parce que je faisais Sympa. ouais, tout ça parce que je ne classais pas en concours et que voilà, que je ne faisais pas des sans fautes. Waouh, c'est ça doit Love! piquer. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, tu sais, tu parles de ton burn-out, est-ce que les chevaux t'ont qu'est-ce qui t'ont apporté les chevaux? Moi, j'ai vécu un burn-out aussi, je sais que c'est super dur. Il y a des matins où tu as juste pas envie de te lever, il y a des jours où prendre ta douche, ça va être la chose la plus compliquée de ta journée. Puis toi, tu as des chevaux à t'occuper à ce moment-là. Comment ça se passe? Je m'en occupais par obligation. Ouais. C'était vraiment, j'étais vraiment dans une phase où, déjà je galérais à travailler, je faisais que dormir quand je travaillais pas et j'arrivais, je leur donnais à manger, je donnais à boire et je repartais et je leur faisais les pieds et c'est tout. Je les parais et c'est tout. C'était vraiment, hyper, hyper dur parce que c'était le seul truc qui me rendait heureuse et ça me rendait même plus heureuse, en fait. Ça doit être culpabilisant aussi, enfin, te dire, je sais pas, j'imagine que ça devait être aussi culpabilisant de pas pouvoir leur donner plus de temps, de pas pouvoir, Ben, c'est ça, c'est culpabilisant et puis de se dire, en fait, ben, tout part à volo, tu vois? Genre, l'écurie était en bordel, il y avait c'était pas entretenu, c'était, j'étais pas agréable à j'ai pas une personne agréable avec qui être, donc j'étais toute seule. Donc c'était ouais, c'était super dur, hem et après je sais pas ce qui a fait que je me suis remotivée, mais mais vraiment ouais, bah, ce qui m'a remotivée, je pense que c'est quand déjà j'ai réussi à partir de ce boulot-là et et que je me suis dit: «Bah, je vais me lancer dans mon entreprise à 100 et je pense que c'est ça qui m'a remotivée et quand même internet a beaucoup aidé. On critique beaucoup internet, que c'est toxique, que tu te fais tout le temps critiquer, que quoi que tu fasses, les gens ils sont méchants, si ça. Mais en fait, en fait, on ressort quasiment jamais le bon côté en fait d'internet. C'est que, moi internet, ça m'a permis de me sentir moins seule parce que j'ai été une enfant très seule, j'ai été une adolescente très seule et j'ai été une adulte très seule aussi. C'est-à-dire que on peut pas appeler ça des amitiés, mais les liens que je tissais avec les gens, c'était toujours dans un contexte. C'est-à-dire que, on traîne ensemble à l'école, c'est tout. On se voit pas en dehors. Une fois que l'école est terminée, je supprime ton numéro et je ne prends plus de nouvelles de toi. Au lycée, ça a été pareil et du coup, en fait, je sais pas quel âge tu as Astrid, mais moi, c'était le début des blogs, le début vraiment d'internet. je pense qu'on Donc a le même âge, j'ai ouais, 32. ah, je vais avoir 30 moi. Donc vraiment, on a vraiment connu ce début d'internet où on commençait vraiment à tous se connecter entre nous et voir ce que les autres font. Parce qu'en fait, tu te sens très seul quand tu es tout seul à faire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la vraiment l'immense chance d'avoir toujours eu mes chevaux chez moi et avoir toujours fait ce que je voulais avec eux, sans avoir les personnes qui m'épiaient au bord de la carrière ou qui iraient dans l'écurie: «Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça?» Et et pour ces gens, tu vois, qui sont dans une structure et ils sont les seuls, par exemple, à monter sans mort ou à faire du travail à pied et ben, le fait de pouvoir, connecter avec d'autres gens qui font ça, bah, c'est génial, en fait. De voir tous ces gens qui partagent et même leurs conneries, parce que voilà, moi, je partage beaucoup de choses, je dis pas qu'autant dans 6 mois, je vais dire l'inverse, en fait. Bah, peut-être pas l'inverse, mais je vais nuancer ce que j'avais dit il y Non, a mais 6 tu mois. évolues, ouais, bien sûr. C'est ça et c'est pour ça que j'ai toujours du mal quand, on a des créateurs de contenu qui proposent ce qu'ils font comme étant la vérité absolue. J'ai toujours alors OK, on va pas mettre des warnings à chaque fois, mais pour moi, c'est toujours important de bien dire: «Bah, moi, c'est mon avis aujourd'hui». Hem
je veux pas autant que ce soit, mes cavalières à la maison que mes clients à l'extérieur, les gens qui viennent en stage chez moi. Je leur dis à chaque fois: «Aujourd'hui, je vous donne ma vérité à moi aujourd'hui». Ça peut évoluer et entre le début d'année et là, la fin d'année, j'ai évolué de fou. Hem, Dans une année, là aussi, j'ai évolué de fou parce que je montais encore, en mort, pour moi, c'était, normal de monter à cheval et j'ai vraiment pendant cette année, pris du recul là-dessus et si je pense que si je n'avais pas eu, d'autres exemples de personnes aussi qui ont, tout repris du début avec leurs chevaux, qui ont arrêté de monter, tout ça, ça aurait peut-être été plus dur et pourtant je suis une adulte donc on a parfois l'impression qu'on a moins ce besoin de se raccrocher aux autres, alors qu'en fait, on est quand même des humains, on est des animaux sociaux, donc on a toujours ce besoin de connecter avec les autres et moi, j'ai cette chance du coup d'avoir une petite équipe chez moi de filles qui ne viennent pas forcément du R+ à la base, qui viennent du centre équestre classique et avec qui on évolue et j'ai une de mes cavalières qui bosse avec les chiens et du coup, son expérience de R+ avec les chiens, bah, elle me dit: «Ben, essaie de tester ça parce que peut-être nous, je sais qu'avec les chiens, si on fait ça, ça marche mieux. Ben, essaye ça» et pourtant, à la base, elle travaille pas avec les chevaux en R+, mais le fait du coup de partager les expériences, je trouve ça génial et même des gens qui connaissent rien aux chevaux. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui ont des réflexions ultra pertinentes et qui osent pas des fois le dire, qui dit: «Bah, moi, j'y connais rien aux chevaux, du coup, j'ose pas dire», alors que, bah, si, c'est hyper pertinent. Je suis tellement d'accord, puis j'ai l'impression qu'on se crée aussi oui, il y en aura toujours des gens qui vont venir nous embêter, nous critiquer et cetera, mais on se crée des communautés à notre image aussi, puis ça va me faire un bon pont pour parler de l'évolution de ton association que tu qualifies toi-même comme un safe space, mais internet, on est capable, en mettant nos propres limites, en étant nous-mêmes, comment dire? Blindés à certains commentaires, de voir ça comme une safe space dans une certaine mesure, puis de se créer ces petits groupes d'inspiration, de gens à qui on parle pas forcément. Tu sais, mettons, moi, regarder des vidéos de toi, des contenus de toi, ça m'inspire à un certain niveau, comme des vidéos de Pauline et Nayade, etc. Ça fait partie des choses qui m'ont fait évoluer. Pourtant, c'est des gens que je connais pas forcément. Donc, c'est super important de montrer nos victoires et nos échecs et nos fails et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais et puis, moi, ce que je dis, c'est qu'on est toujours le compte de quelqu'un d'autre. Absolument. C'est que, C'est par exemple. philosophique. Bah, non, mais quand, tu vois, moi, les de toute façon, les gens que je déteste, je i c'est réciproque. En fait, on se déteste mutuellement et il y a des gens, tu vois, qui sont pas Comme le gars qui nous traite de vieille rombière, sur TikTok. je te jure, j'ai vu cette vidéo, la pauvre Maud, à chaque fois, je la spamme de vidéos. Voilà, typiquement lui. Typiquement Typiquement. lui, j'ai fait une vidéo où je parle du soin coopératif. Et il a fallu qu'il vienne je lui ai même pas répondu, je lui réponds plus, il est abonné à moi, je comprends pas pourquoi. Il a répondu en disant: «Oui, gna gna gna, c'est pas nouveau, ça fait partie du débourrage» et en fait, déjà, j'aime pas le terme débourrage, c'est qu'il a pas compris, en fait, la nuance entre le soin coopératif et être capable de manipuler un cheval. C'est que oui, les 3/4 des chevaux, tu peux leur prendre les pieds, tu peux leur faire les soins, tu peux les soigner, mais c'est pas dans le soin coopératif. Le cheval n'est pas acteur de son soin. Là récemment, j'ai commencé à discuter avec un mec, sur TikTok où, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait. Très gentil le mec, très gentil, très drôle et tout, très bon délire, mais j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait et il disait: «Ben voilà, les gens qui pensent comme ça, est-ce que vous pouvez venir m'expliquer votre façon de penser parce que moi je comprends pas?» Donc et on a ouverture d'esprit déjà, juste dans sa façon c'est ça. d'aborder ça. Du coup, je lui demande, bah: «Est-ce que je peux t'écrire sur Insta?» Du coup, on a commencé à discuter et du coup, il y a plein de choses qu'il a mis en perspective et à chaque fois, il m'avait fait rire la dernière fois, il me dit: «Oh, je suis trop fier du coup, j'ai enlevé le noseband et tout», enfin, vraiment, tu sais, des petits trucs comme ça où, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est ouvert à la discussion heu et je pense que j'ai cette image de personne un petit peu sectaire qui ne veut parler qu'à des gens qui font exactement comme moi. Je parle autant à des gens qui font du renforcement négatif. Forcément, je vais pas être amie avec des gens qui matraquent leurs chevaux, ça paraît évident. Mais, je suis amie, tu vois, avec des gens qui montent en mort, qui font du concours, qui, font du renforcement négatif, enfin de l'équitation traditionnelle.
sans tomber dans, l'hyperflexion, les enraînements, clouer le bec et mettre des brides à tout va, tu vois? Mais je C'est trouve qu'on peut l'intention qui est importante, je pense. c'est ça, en fait, de dire que ce sont des personnes, voilà, qui veulent faire au mieux, mais qui, par exemple, ne le font pas parce qu'ils ont peur de mal faire, parce qu'ils ils ont ouais, enfin, il y a surtout la peur de mal faire. De se dire, en fait, «Est-ce que, ça va pas être pire si au final je fais ça?» Typiquement, j'ai, une fille, je suis une de ses juments en parage. Sa deuxième jument, elle a 14 ou 15 ans et elle me dit: «Voilà, j'aimerais bien la passer pieds nus, mais je sais pas trop», et je lui dis: «Franchement, honnêtement, moi, en tant que pareuse et fervente défenseuse du pied nu», je lui dis: «Garde-la ferrée le temps de finir tes saisons de concours et quand elle sera à la retraite, tu la passeras pieds nus». Je dis: «Parce que là, elle est bientôt à la retraite sportive, c'est pas le moment de, entre guillemets, «t'embêter» avec une transition pieds nus, l'embêter elle». Je dis: «Vaut mieux attendre que de dire tu as plus aucun objectif, plutôt que, t'embêter avec ça pour au final referrer sous ça. Autant, voilà, finir de te faire plaisir. De toute façon, la jument, elle a 15 ans, Ça heu, changera rien entre guillemets, voilà, 1 année ou 2 de plus ferrée, ça va pas lui changer sa vie. Surtout qu'elle est pas mal ferrée. Elle a pas des pieds qui sont super longs, elle a pas des pieds qui sont hyper contractés non plus, donc mais c'est compliqué parce que quand tu es un peu, comment dire? Tu es très sûr de tes idées, ben, tout de suite, tu as l'air hyper fermé et il y en a beaucoup qui le sont, hein, faut pas attention, hein. Mais voilà, moi, je suis toujours ouverte à la discussion. Tant que tu viens pas me dire, «Tape sur ton cheval», Non, puis dans la discussion, dans le respect, quoi. Donc, on peut dire que tu t'es créé ta petite bulle sécuritaire. Ouais, je parle en très français, comme je suis québécoise, ta petite bulle sécuritaire sur Internet. Et c'est aussi ton intention, on parlait au tout début de l'entrevue d'inclusion, etc., de ton association. Ton association qui a eu plusieurs vies. Tu as commencé avec la réhabilitation de chevaux de laboratoire et aujourd'hui, tu as une structure qui a vraiment une autre intention. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution puis de ce que tu fais aujourd'hui avec tes chevaux? Du coup, j'ai changé, en fait, j'ai arrêté complètement la réhabilitation de chevaux de laboratoire parce que, je ne voulais plus les placer parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec Bull. Et j'ai plus voulu replacer de chevaux parce que je me dis: «Je veux plus revivre ça, je veux plus être responsable qu'un cheval vive ça, en fait». Je dis: «Tu les sors pas, de laboratoire pour les foutre dans les mains d'autres bourreaux, en fait». Hem et par 2 fois en plus, hein, tant qu'à faire, hein, parce que je l'ai replacé 2 fois. Et vraiment ça m'a vraiment fait un énorme trauma où je suis allée en j'ai fait une thérapie, hein, pour ça. Parce que, ça passait tellement pas avec la jument et ce que la thérapeute m'a dit, elle m'a dit: «En fait, tu veux trop la voir comme elle était avant. Tu arrives pas à accepter ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un cheval qui a envie de te buter quand elle te voit, alors que c'était une jument hyper câline, hyper gentille, facile», bref. Donc j'ai arrêté par rapport à ça et en fait, à la base, j'avais juste après ouvert, l'assaut à des personnes extérieures pour qu'elles viennent prendre des demi-pensions. Des En fait, c'était des personnes qui voulaient sortir du système centre équestre, qui voulaient être au contact du cheval sans avoir la pression de devoir monter à cheval, d'aller faire du concours. Si elles ont envie de venir, 1 fois par semaine, elles viennent 1 fois par semaine. Si la semaine d'après, elles veulent venir tous les jours, elles viennent tous les jours et voilà. Le but, c'était vraiment d'être dans le respect du cheval. Hem et en fait, la médiation animale, elle est venue toute seule, c'est-à-dire qu'on est venu me démarcher pour ça et c'est quelque chose que j'aimais à chaque fois, par exemple, que je voyais Ténor, je lui disais: «Tu lui, ça sera un super cheval pour la thérapie, pour la médiation. Il est tellement dans le sol, il est posé, il est là». Alors qu'au début, il était pété de trouille et on pouvait pas s'approcher de lui. Et en fait, j'ai été démarcher comme ça, une psychologue, voilà, qui me parle de son projet d'être zoothérapeute, et qu'elle aimerait travailler avec les chevaux, qu'elle s'est formée en équitation éthologique. Donc je lui dis juste: Tu feras pas ça avec mes chevaux». Hem, Parce que voilà, elle a été formée à les mettre, dans un rond de longe et que les chevaux, ils aient une zone très restreinte pour travailler, de faire du join up et compagnie. Du coup, je lui ai dit: «Mmh, non». Toi, tes chevaux participent à la thérapie de façon consentante. Ça veut dire que c'est les chevaux qui t'expliquaient ça sur un live une fois, c'est les chevaux qui ont envie de participer à un moment donné, qui viennent ou qui ne viennent pas à la rencontre de la thérapeute et de sa patientèle. C'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, au début, elle m'a dit: «Bah, quel cheval je peux prendre?»
Je dis: «Beh, tous en fait». Je lui dis: «C'est-à-dire tu vas dans le parc et tu vois celui qui a envie de venir et celui qui vient, il vient» et en fait, au début, à chaque fois, elle prenait le cheval, elle le sortait et des fois, une fois dehors, le cheval était en mode: «Bah, non». Du coup, là, elle a évolué, tu vois? Je l'ai accompagnée, on a fait des séances ensemble, mais aussi elle a évolué de son côté, de se dire: «Bah, en fait, on peut faire la séance au milieu des chevaux». Pas avoir un seul cheval, mais juste se dire: «Être au milieu des chevaux, ceux qui ont envie de se faire brosser ou gratouiller, on s'en occupe» et là, maintenant, bon, ça évolue sur, tu vois, des exercices d'équifile, maintenant qu'elle est plus à l'aise, apprendre des tours aux chevaux. Genre là, son nouveau délire, c'était d'apprendre à Ténor à jouer au foot. Du coup, c'était voilà, je lui ai montré, comment aborder ça et elle, du coup, avec ses patients, du coup, elle travaille ça et après, j'ai été démarchée par une autre thérapeute qui travaille avec des enfants et en fait, le cahier des charges était très strict concernant le bien-être des chevaux et il fallait la structure soit dans un certain secteur et ben, j'étais là et comme on se connaissait, parce que, par les réseaux, quoi. Elle est rentrée en contact avec moi et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est parti, où maintenant, bah, là, on a un gars qui vient d'arriver qui est en soins, comment dire? Il est dans un centre, d'addictologie et OK. donc qui montait à cheval quand il était plus jeune et qui avait envie de reprendre du contact avec les chevaux et qui devait, du coup, avoir des sorties thérapeutiques, et donc, ben, voilà, il vient, il nous aide à l'écurie, il s'occupe des chevaux, enfin et vraiment, tu vois, en fait, ça s'est orienté tout seul, en fait, vers ce côté médiation animale et ce côté social, alors que, ben, moi, je suis pas spécialement orientée vers le social à la base parce que je suis très mal à l'aise avec les humains. Hem, Mais tu as mis en place la structure pour. Un jour, tu as dit quelque chose sur un live, puis je vais le déformer, mais tu as dit quelque chose, puis tu parlais justement du consentement de tes chevaux dans les séances de médiation. Hem, puis je vais le déformer, puis tu rectifieras, mais tu as dit quelque chose comme: «Mes chevaux, on les a aidés à s'en sortir, à changer de vie. Maintenant, eux, ils redonnent, mais c'est ça, à leur façon et quand ils le souhaitent. Ils sont pas forcés à redonner». c'est ça, c'est qu'il y a pas eu de formation de cheval thérapeute, en fait. C'est en fait, on en voit, il y en a certains, genre Cliona, tu la verras jamais dans une séance de thérapie. Je ne l'ai jamais vue dans une séance de thérapie. Et tu as des chevaux, par exemple, Athina Ténor, ils sont toujours avec les ados. Bella Ultra sont toujours avec les enfants, mais ils ne vont jamais avec les ados. Enfin, tu vois que, tu vois, ils choisissent aussi et tu as aussi, tu vois, le côté, par exemple, avec les enfants, par exemple, il va s'occuper d'un cheval dans le pré et quand il va vouloir le sortir, par exemple, pour aller balader, le cheval, il va pas vouloir, c'est pas grave. Il y en a un autre qui a envie de sortir, bah, on en sort un autre. S'ils veulent pas sortir, bah, c'est pas grave, au final, on sort pas, tu vois? Et oui, vraiment, soit ce côté, moi, c'était super important pour moi. J'avais beaucoup de mal avec, la thérapie aidée par les chevaux, par les animaux en général, parce que j'avais toujours cette image du cheval outil, en fait. Autant un outil qu'une peluche où, en fait, on en a besoin maintenant, on le prend maintenant et c'est tout. Il y a pas de choix. Donc pour moi, c'était vraiment hyper, hyper important, que, bah, mes animaux de manière générale parce que, je vois que Rocky aussi, il est vachement investi dedans. Dès qu'il y a les jeunes qui viennent, il va beaucoup les voir, il reste beaucoup avec eux. Bah, les jeunes, ils vont aussi, tu sais, ils vont faire des gratouilles aux cochons. Enfin, il y a vraiment tout ces animaux, tu vois, qui ont tous une histoire, et qui sont arrivés par hasard chez moi et il y a vraiment, tu vois, moi j'aime beaucoup cette dynamique-là de, bah, en fait, à la base c'était, des des trucs anecdotiques et en fait, ben, ça a complètement, changé l'image de l'assaut, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment chouette et tu dis puis là, je vais faire un pont avec le sujet comme animal, mais est-ce que toi, tu penses que les chevaux ont une certaine vocation à aider ou que certains chevaux, que certains individus, je fais aucune généralité, mais que certains chevaux ont une vocation d'aider les humains dans à certains moments de leur vie? Bah, je pense dans une certaine mesure, au même titre qu'il y a des humains qui sont hyper portés vers l'autre, qui vont être portés par des métiers comme infirmiers ou enseignants. Je pense qu'il y a aussi ça chez les animaux, tu vois? Certains qui ont vraiment on va dire cette fibre à vouloir aider l'autre, que ce soit autant des animaux, comme on peut voir les éléphants qui ont cette fibre d'aller aider les autres animaux.
Je pense qu'il y a certains chevaux qui ont cette fibre-là, parce que c'est rigolo, parce que Ténor, qui est le meilleur cheval de médiation, j'ai jamais vu, enfin, de tous mes chevaux, c'est le meilleur cheval de médiation, il détestait les humains. C'est-à-dire quand on l'a fait une séance de kinésio, il disait: je ne veux rien avoir à faire avec les humains. Les humains, c'est méchant, les humains, ils aiment pas les chevaux». Et bah, tu dis, enfin, l'évolution, elle est quand même folle, quoi, du cheval qui voulait pas que tu le touches à, maintenant, le cheval, il va de lui-même vers les enfants, vers les jeunes, enfin, vers ceux qui ont besoin d'aide, en fait. Moi, je trouve C'est ça fou, fou. ouais. Mais C'est surtout qu'en beau plus aussi. mais c'est surtout qu'en plus, on lui demande rien. On lui demande pas d'être là. C'est lui qui Ouais. vient de lui-même, et s'il a pas envie de venir, il vient pas, et puis Il voilà. a pas besoin de ça pour gagner sa vie de enfin, voilà, il a pas sa place est assurée. Je pense que tes chevaux doivent avoir une certaine, confiance dans le fait qu'ils sont là pour rester. Ça s'entend des fois des chevaux qui sont pas bien parce qu'ils ont été vendus, ils savent pas qu'ils vont être vendus, s'ils sont pas performants, et cetera. Donc ils sont jamais vraiment bien à leur place. Puis je dis ça des chevaux, mais moi c'était le cas de mon chat aussi, qui a été souvent abandonné, et cetera. Donc elle a mis du temps à comprendre que: «OK, non, je suis là pour rester». Et ils sont pas, obligés de quoi que ce soit pour gagner leur foin. Bah, tu sais, c'est le problème que j'avais avec Athina avant, quand, je brassais beaucoup de chevaux. C'est qu'elle était, toujours, en fait, ce qui était sorti comme animal, c'était toujours sur le, entre guillemets, «qui-vive», de dire: «Bah, c'est quand mon tour, en fait». Ouais, ouais. C'est pas c'est normal, enfin, mettons-nous à leur place un tout petit peu, quoi. Bah, dans les entreprises, on est pareil, hein, quand tu vois, que, bah, dès que tu es un peu moins performant, et encore en France, on a un peu plus là quand même de sécurité au niveau de l'emploi. Mais moi je vois ma sœur, bah, c'était: «Bah, bonjour, venez dans notre bureau, bah, reprenez vos affaires et au revoir, quoi». Puis pour revenir sur le fait que, mes chevaux, ils ont pas cette pression de gagner leur croûte, c'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais voulu que mes chevaux soient mon business. Mon business, c'est les chevaux des autres, les pieds des Ouais. chevaux des autres, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que mes chevaux, ce soit pas mon business, pour, justement pas me dire, ben, pas me mettre la pression de me dire, «Il faut qu'ils rentrent de l'argent». Alors il y a toujours, enfin, c'est toujours la pression, surtout dans une association, tu vois? De te dire, bah, faut quand même que l'argent rentre pour les nourrir, pour les soigner, et encore, ils ont pas de gros problèmes de santé, mais il y a pas ce pression de: «Faut qu'ils fassent plus d'heures, faut qu'ils fassent», tu enfin, Ouais. du coup, moi, ça a vraiment été mon point d'honneur de me dire que mes chevaux, c'est pas mon business. Donc en fait, toi, tu gagnes ta vie en tant que pareuse. Tout ce qui est médiation animale, c'est un peu du bonus pour l'association et voilà, tu vas, de temps en temps organiser des journées, des choses, des levées de fonds éventuellement, enfin, tu organises d'autres choses pour l'association, mais ton ce que ta business, c'est le parage La et parage tu donnes et des cours aussi? alors, faut pas le dire comme ça, pas en France. OK, J'accompagne des gens dans des problématiques comportementales. d'accord. Hem, voilà, je vais souvent, le plus gros où on m'appelle, c'est pour des problématiques d'embarquer dans le transport, en fait, de chevaux qui montent pas dans le transport. C'est le plus gros de ma clientèle en comportement, c'est ça. Hem, mais oui, sinon l'asso, elle vit, ben, justement, du coup, grâce aux thérapeutes qui viennent, à la médiation animale. Et dès que j'organise des stages, si je fais venir des personnes extérieures, bah, il y a toujours un peu d'argent qui est gardé pour l'asso. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à demander, parce que d'un côté je me dis: «Ben, qu'est-ce que les gens qui ne font pas de médiation animale, qui n'ont pas besoin de ces thérapeutes, qu'est-ce qu'ils y gagnent à m'aider, en fait?» Donc c'est Mmh. pour ça que j'ai beaucoup de mal, et puis c'est plus compliqué de dire, bah, des associations, qui font chien-chat, c'est assez facile de dire: tu te mets à une animalerie et tu demandes, tu sais, des croquettes ou des trucs comme ça. Mais pour les chevaux, enfin, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois? Donc aujourd'hui, avec, ton association, tout ce que tu fais, tes réseaux sociaux, est-ce que tu es heureuse? Hem, alors si je mets autant de temps à répondre, c'est que c'est pas un franc oui. Ouais. Hem, Parce que je sais pas, j'arrive, enfin, j'ai l'impression que, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, mais j'arrive pas, tu vois, à être pleinement heureuse, tu vois? Et c'est horrible, parce que j'ai tout ce que je veux, j'ai mes animaux, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon frigo, pas en ce moment, mais j'ai à manger dans mon frigo. Hem, enfin, j'ai tout, et j'arrive pas, tu vois? OK. C'est super triste. C'est non, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation et qui, rentrent dans une espèce de boucle de: «Je suis pas heureux, je culpabilise de pas être heureux», et cetera. Mais
un apprentissage, Il y a être un heureux, peu c'est être et puis il y a un peu un tabou dessus. De tu pas le droit en fait, tu en bonne santé, pourquoi t'es pas heureux? Tu pas le droit, regarde, les autres qui crèvent la dalle ou qui crèvent, dans la rue, bah, il faut que tu sois heureux et tu sais, il y a un peu cette pression aussi de tu dois être heureux. oui, mais j'aime bien ta réponse parce qu'elle est honnête, surtout qu'il y a probablement des gens qui rêvent d'avoir ta vie et c de déboulonner ce tabou-là, de dire: «Mais tu sais, c'est pas si facile et même si on a tout ce qu'on voulait, quand on était enfant, on a notre bucket list, d'adulte, de rempli, c'est pas gage de bonheur, quoi». Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Mais je suis pas triste non plus. Ouais, Je suis vraiment dans c'est ce tu vois, j'ai un comment ça s'appelle? Un petit journal où, je note mon humeur dessus ouais, et c'est toujours neutre. c'est toujours neutre. OK. C'est ça, c'est que quand je suis avec mes amis, tu vois, je suis genre trop content qu'ils soient là, on s'amuse, on rigole vraiment, je suis clown de service, on s'amuse trop bien, tu vois? On est tous un peu, tu sais, décalés de la société, tu vois? Donc tu vois, on s'amuse beaucoup entre nous et tout et une fois qu'ils sont partis, je retourne à neutre. OK, donc tu es capable de les saisir ces moments-là et de les vivre quand même, ces moments de bonheur et quand tu es avec tes chevaux? Je suis bien avec mes chevaux, mais en fait, des fois, je suis juste, des fois, je culpabilise de rien faire, de juste me mettre sur mon transat et de les regarder, alors que de toute façon, ils sont en train de pioncer ou de manger, donc en soi, ils s'en foutent, quoi, que mais tu sais, des fois, je me dis: «Putain, je préfère ça, 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 ça» et j'ai du mal et depuis que je prends mes antidépresseurs, quand même, ça va quand même mieux. Mais tu vois, toujours un peu ce culpabilité de me dire: «Bah, tu vois, au lieu de rester assise, sur ton transat, tu pourrais être en train de ramasser les crottins ou en train de retendre cette clôture ou en train de passer la débroussailleuse». Ouais. Et bah, c'est tout bah, de toute façon, c'est toutes les pensées intrusives du TDAH, tu vois? Ouais, Ça c'est ce que j'allais en venir là, c'est ton rythme là, faut que tu acceptes que tu as un rythme, différent. ah ouais et puis ça va être horrible parce que tu vois, ça va être, je fais en fait, j'arrive pas à faire une seule tâche. C'est-à-dire que je vais commencer à: «Ah bah, je prends ma visseuse, je vais, revisser des isolateurs» et après je vais voir ça: «Ah bah, je vais poser ma visseuse là. Ah bah, il y a un poteau qui doit être replanté». Je tape dessus: «Ah bah, il y a ça là-bas. Oh et puis il y a 2-3 crottins, je vais les ramasser» Ouais, et du coup, je disperse déjà les outils partout et je fais en fait, je ne finis jamais rien et c'est horrible. ouais, c'est ta réalité, c'est ça. C'est un travail plus d'acceptation. Merci beaucoup pour, ce moment, ce partage, vraiment en ouverture et transparence. J'ai beaucoup aimé ce moment. Si vous ne le faites pas déjà, je vous invite chaleureusement à suivre Laura Camille sur ses réseaux sociaux. Vous la trouverez derrière le pseudo Equitim Performance sur Instagram et sur TikTok. Je serai également ravie d'avoir vos commentaires et vos retours sur le podcast, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à Mon Cheval Professeur. À la semaine prochaine!